Bienvenue aux Archives nationales à Paris. Nous sommes à l'entrée de l'exposition La guerre des moutons, le Mérinos à la conquête du monde 1786 à nos jours, qui est présentée jusqu'au 18 avril dans nos murs à l'hôtel de Soubise. Pourquoi une exposition sur la guerre du mouton et qu'est-ce que nous racontons derrière ce titre un peu énigmatique? C'est l'histoire de la bergerie de Rambouillet et de son Mérinos, son emblème, depuis la fin de l'Ancien Régime, puisque la bergerie de Rambouillet nous a confié ses archives en 2016 et après un long travail de classement et de préparation du fonds, nous avons pu le mettre en valeur à travers cette grande exposition qui vous est présentée. Le fonds, en effet, a l'avantage, au-delà de documents papier qu'on attend traditionnellement dans les archives, d'avoir une très grande richesse d'autres supports documentaires, des photos, des gravures, des objets, des échantillons de laine, autant d'éléments qui ont très vite conquis les archivistes et qui l'ont présenté à des historiens pour qu'ils s'en emparent et fassent mûrir ce projet jusqu'à l'exposition que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes en effet là face à un matériau qui est fascinant pour l'historien, à la fois par la richesse des archives qui ont été versées par la Bergerie nationale, leur diversité et puis surtout par l'histoire que tous ces documents nous racontent. Une histoire de presque 2 siècles et demi qui va du beau XVIIIe siècle, siècle des Lumières, jusqu'à nos jours, en sachant qu'effectivement, l'institution créée par Louis XVI en 1786 existe toujours et que la question de la laine, la question de sa valorisation, la question de la présence de l'élevage ovin dans le monde sont toujours des questions d'actualité. Nous avons invité dans l'entrée de cette exposition des artistes, des artisans, des industriels de la relance de la laine aujourd'hui qui témoignent de ce que la question que nous traitons sous un angle historique a une actualité et une belle actualité puisque aujourd'hui la laine est en phase de relance en France à travers effectivement la volonté de reconquérir une capacité de maîtriser toute la filière depuis l'élevage jusqu'à la transformation et la commercialisation. Les archives de Rambouillet nous permettent de retracer presque 2 siècles et demi d'histoire, mais la coévolution des sociétés humaines et de leurs animaux d'élevage s'inscrit dans un pas de temps beaucoup plus long. Et nous avons voulu que les visiteurs découvrent effectivement cette très longue histoire de l'évolution croisée des civilisations et des cheptels, en montrant sur cette frise chronologique qui ouvre l'exposition qu'effectivement, les moutons accompagnent les hommes et les hommes vivent au milieu des moutons depuis le néolithique et que dès le début de cette histoire commune, on a une superposition d'enjeux qui sont des enjeux évidemment d'alimentation, mais aussi d'habillement, de circuits économiques et puis des enjeux symboliques. La figure du bélier, de l'agneau sont en effet présentes dans tous nos mythes fondateurs, dans les grands textes religieux. Et quand on arrive au siècle des Lumières, il ne faut pas oublier effectivement que c'est une très longue histoire qui connaît un nouvel épisode avec le développement des manufactures et l'essor de l'élevage du mouton mérinos. Pour accueillir le visiteur dans cette exposition sur les mérinos, quoi de mieux qu'un mérinos? Et c'est celui-ci qui nous accueille, qui s'appelle Amédée et qui nous a été prêté par le musée de la piscine de Roubaix. Alors ce n'est pas un mérinos de Rambouillet. Le visiteur averti s'en sera rendu compte, il est probablement australien, mais ils ont évidemment une caractéristique commune, c'est leur laine qui est très abondante d'une part, et qui en plus est d'une qualité extrême, d'une finesse, qui a fait tout l'intérêt de cet animal, puisque les manufactures ont là de quoi s'approvisionner pour faire des draps de luxe ou de semi-luxe, ce qui est tout le sujet de ce début d'exposition. Pourquoi avons-nous voulu avoir des mérinos? Eh bien c'est pour pouvoir alimenter nos manufactures à partir de cette laine. Vous verrez aussi derrière une toise qui, elle, est à Rambouillet, qui a servi pendant des dizaines d'années pour photographier le mérinos sous toutes les coutures, si on peut dire, afin ensuite de répandre ces photographies et d'en faire comme des brochures publicitaires pour vendre les reproducteurs dans le monde entier. Le propos de notre exposition est de retracer l'histoire de la Bergerie nationale de Rambouillet depuis sa fondation jusqu'à nos jours à travers les temps forts de son histoire. Nous avons intitulé cette exposition « La guerre des moutons » parce qu'effectivement, on s'est à de nombreuses reprises dans l'histoire battu pour avoir ces moutons à la laine surfine, pour maîtriser
l'industrie textile et la prospérité qu'elle amène dans les pays qui parviennent effectivement à s'emparer des outils de l'industrie de la laine. Nous avons construit cette exposition en 5 tableaux. Le premier évoque le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le moment où l'Espagne dispose avec le mérinos d'une ressource d'une qualité exceptionnelle qu'elle garde jalousement mais que tous les autres pays d'Europe cherchent à acquérir pour le développement de leur propre industrie textile. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, pour les grandes puissances européennes, c'est de faire venir des mérinos, de les acclimater sur leur sol et de développer une production autonome de laine sans avoir à payer les prix très élevés de la laine espagnole. Nous avons ici l'un des documents emblématiques de la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est un tableau de laine, un tableau d'échantillons qui montre la qualité de la laine identifiée sur le dos de chaque animal au moment de la tonte annuelle. Et les échantillons sont cachetés à la cire, mis dans cette vitrine pour témoigner effectivement de l'importance patrimoniale qu'a pris ce troupeau au cours de l'histoire. Alors, tout l'enjeu du XVIIIe siècle, c'est de faire venir chez nous la matière première, la laine fine, qui permettent d'alimenter nos manufactures qui, elles, sont excellentes, pour avoir notre matière première à nous, sans dépendre de l'étranger. Nous avons les meilleures manufactures du monde à cette époque en matière de tissu, de drap, comme on l'appelle, qui est le terme générique du tissu de laine pour l'habillement. Elles sont réparties dans le nord du royaume, en Normandie, et également dans le Midi, dans le Languedoc. Mais les laines françaises, elles, sont très médiocres. Les moutons français de l'époque n'ont pas de belle laine, en tout cas pas de laine suffisamment belle et fine pour correspondre à ce qu'on appellerait aujourd'hui des standards d'alimentation de ces manufactures. Nous sommes donc prisonniers de l'étranger, et notamment de l'Espagne, mais aussi marginalement de l'Angleterre, pour cette matière première. Tout l'intérêt du XVIIIe siècle, c'est de faire converger deux intérêts, un intérêt économique et un intérêt savant, qui vont s'allier pour suppléer à ce problème. L'intérêt économique d'abord, puisque notre balance commerciale dépend largement de l'étranger pour ces matières premières lainières, mais aussi intérêt savant, puisqu'on assiste à cette période à un intérêt renouvelé dans les sciences pour le mouton et pour la laine, avec des savants, le plus connu étant Daubenton, qui s'emparent du sujet et qui vont faire des expériences chez eux ou encouragés par le pouvoir royal pour améliorer à la fois les races ovines et la laine qu'elles portent. On fait ça sur des mérinos espagnols qui sont importés petit à petit, d'abord en contrebande, puis de plus en plus officiellement, et sur des laines anglaises avec des moutons anglais qui, eux, peuvent voyager beaucoup plus librement. Vous voyez derrière moi un modèle de mouton anglais. Comme vous le voyez, il n'a rien à voir avec le mérinos que nous avons vu tout à l'heure. C'est une autre conformation. La laine également est différente, mais elle satisfait nos besoins. Et nos savants se demandent s'il est préférable, pour améliorer nos laines, de sélectionner les meilleurs reproducteurs français et, avec leur progéniture, d'améliorer petit à petit le troupeau, ou bien s'il faut faire venir des reproducteurs de l'étranger, soit d'Espagne, soit d'Angleterre, ou encore de faire venir des troupeaux entiers, et c'est ce qui se fera à plusieurs reprises, depuis l'étranger pour les implanter en France et les faire s'y multiplier. Les grands propriétaires ne sont pas étrangers à toute cette réflexion. On voit des grands domaines qui sont consacrés à l'élevage du mouton, notamment dans le Berry par exemple, où on fait des expériences d'acclimatation de races étrangères, des expériences de tonte aussi, pour prouver que ces moutons sont capables de s'acclimater et de produire une laine aussi bonne que s'ils étaient restés en Espagne ou en Angleterre. La France a beau être une voisine immédiate de l'Espagne et avoir de plutôt bonnes relations diplomatiques avec ce pays, elle est relativement en retard dans sa capacité à développer l'élevage des mérinos. Et on assiste donc, dans les années 1770-1780, à une intensification des efforts diplomatiques pour obtenir une importation officielle massive. C'est donc par un accord au sommet entre le roi Charles III d'Espagne et le roi Louis XVI de France que, en 1786, un troupeau de plus de 300 têtes est envoyé depuis la Castille jusqu'aux environs de Paris, sous la bonne garde de bergers espagnols de très grande compétence, pour donc venir dans le domaine que le roi a acquis de fraîche date, à Rambouillet, qui est
d'abord un domaine de chasse, mais qui est également un domaine sur lequel le roi fait mener des expérimentations agricoles. Et donc, les mérinos d'Espagne vont être accueillis à Rambouillet en 1786, dans des conditions de dénuement assez certains, d'improvisation, parce qu'effectivement, les bergers français ne savent pas trop comment traiter ces animaux, mais ils vont tomber entre de bonnes mains, entre les mains des premiers administrateurs de la bergerie qui vont prendre soin des animaux, les soigner, les acclimater et qui vont leur permettre de faire souche dans ce lieu. En 1789 survient la Révolution. Louis XVI n'aura pas eu beaucoup de temps pour s'occuper de ces mérinos de Rambouillet. Les événements se précipitent, la monarchie tombe et la toute jeune institution, encore fragile, n'est pas du tout assurée de sa survie. Il se trouve que les penseurs des Lumières qui ont accompagné l'essor de l'intérêt pour la question de l'élevage ovin vont demander aux nouvelles autorités révolutionnaires de sauver la bergerie, de la garantir contre les incertitudes politiques et par sa bonne gestion, Bourgeois, qui dirige l'institution, va permettre à la bergerie de Rambouillet de traverser l'épisode révolutionnaire, de se renforcer dans son rôle de conservatoire d'un cheptel de très haut niveau en commençant à vendre des reproducteurs et à effectivement diffuser les mérinos au sein du cheptel français. Depuis 1793, en effet, chaque année a lieu une vente annuelle à Rambouillet, à la fois de béliers et de brebis mérinos vivants, et de la laine qui a été tondue sur leur dos. Pourquoi ? Parce qu'on a très vite réussi à avoir des mérinos bien conformés, fidèles à ceux qui étaient alors en Espagne, et qui ont été représentés très vite par les peintres officiels du Muséum d'histoire naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu convaincre les acheteurs qu'il y avait là une vraie opportunité pour eux d'améliorer facilement leur race ovine et en peu de temps. Le mérinos espagnol ressemble à ça. Le mérinos à Rambouillet, tel qu'il est portraituré, est très fidèle à son ancêtre espagnol. Il est même un peu mieux conformé. En revanche, la brebis française typique, elle ressemble à ça. Elle n'a que très peu de laine sur le dos et cette laine n'est pas de bonne qualité. Le but est donc de prouver aux éleveurs que quand on croise les deux, très vite, on obtient des métis qui portent une très belle laine, la laine originelle des mérinos. Et c'est ce qui est prouvé en quelques générations par ces portraits ici, des métis de première et de deuxième génération, et de troisième et de quatrième génération. Et la preuve est ainsi faite par l'image que les éleveurs doivent s'engager dans cette voie pour améliorer en très peu de temps leur race et ainsi trouver un débouché nouveau pour leur laine qui n'existait finalement pas auparavant. À partir de 1792, l'Europe bascule dans la guerre. La France révolutionnaire est attaquée de toutes parts par des coalitions successives, inquiètes de la contagion révolutionnaire sur le continent européen. Mais si la France plie dans les premiers mois de cette bataille, elle va très vite passer à l'offensive et se tailler un véritable empire continental en Europe. Cela va déclencher une rivalité géopolitique majeure entre la France et le Royaume-Uni, entre une puissance continentale et une puissance maritime, avec les mérinos qui vont se trouver au cœur des enjeux économiques et géopolitiques de l'Europe de cette charnière entre XVIIIe et XIXe siècle. J'en veux pour preuve l'une des plus belles pièces de cette exposition, le traité de Bâle de 1795, qui est le texte de la paix provisoire entre la France victorieuse et l'Espagne vaincue, qui va montrer que la France, loin de s'intéresser à des conquêtes coloniales lointaines, va demander à la couronne d'Espagne des mérinos, encore et toujours des mérinos. Il y a une passion pour la mérinisation qui fait que, même dans les articles secrets d'un traité diplomatique après une guerre, la France va réclamer d'avoir toujours plus de têtes de mérinos pour augmenter son cheptel national et en faire le socle d'un véritable empire lainier sur le continent européen. Pour structurer un tel empire lainier, très vite, l'État va mettre en place, au tout début du XIXe siècle, un système de réseau d'autres bergeries complémentaires de celle de Rambouillet, qui en restera la tête de toute façon,
Des bergeries qui vont essaimer dans tout l'Empire, y compris les annexions qui ont été faites à la faveur des conquêtes révolutionnaires et impériales, et qui vont inonder ainsi le territoire de mérinos à travers plusieurs importations successives, en exécution de traités comme le traité de Bâle, mais aussi à la faveur de la reprise de la guerre en Espagne, qui vont permettre de mettre la main sur d'autres troupeaux très massifs, qui vont être amenés en France et ainsi répartis dans toutes les bergeries, et dont la descendance sera évidemment distribuée chez les éleveurs, qui vont ainsi contribuer à mériniser la France entière. Si Louis XVI a été à l'origine de l'importation des mérinos d'Espagne, c'est Napoléon Bonaparte qui va porter à son sommet l'ambition française de devenir une grande puissance lainière. En 1811, l'empereur promulgue un décret qui vise à créer, sur le modèle de Rambouillet, un réseau de bergeries à travers toute l'Europe, qui vont chacune être des dépôts de béliers chargés d'assurer la transformation de l'ensemble du cheptel ovin européen, pour faire en sorte que la France dispose d'une production de laine massive, capable de submerger la production des Britanniques et de leur propre empire. Le décret est en effet extrêmement ambitieux, et il est également typique de la manière de gouverner de l'empereur, c'est-à-dire autoritaire, programmant une obligation de faire châtrer les mâles qui ne seraient pas de bonne race et recrutant des inspecteurs des bergeries dans toute l'Europe qui vont faire se précipiter à son service des notables qui vont chercher à montrer leurs compétences dans la mérinisation et leur zèle pour la création d'un grand empire lainier. On connaît la suite de l'histoire. L'Empire va accumuler les défaites à partir de 1812. Le décret sera borné, mais il symbolise l'ambition française dans les guerres du mouton du début du XIXe siècle. Défaite de l'Empire, donc, qui signe aussi la défaite de la France dans cette guerre du mouton, telle qu'elle a été pratiquée jusque-là. La Restauration va balayer les institutions qui avaient été mises en place par l'Empire de ce point de vue. Le marché lainier s'écroule lui aussi dans ses prix, et la France ne peut plus faire face à la concurrence britannique, parce que, parallèlement à notre tentative de conquête d'un empire terrestre, le Royaume-Uni s'est forgé un empire maritime qui lui fonctionne et qui va lui donner accès à des surfaces inégalées pour diffuser lui-même le mérinos et profiter de cette aubaine pour son propre empire lainier. En effet, le Royaume-Uni, pour contrer les ambitions napoléoniennes, a développé sa puissance sur les mers, et notamment dans les mers du Sud, et il a noué des relations commerciales avec l'Amérique du Sud, l'Afrique australe, et surtout avec l'Océanie, que les Britanniques vont commencer à coloniser au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, un immense territoire, steppique pour l'essentiel, sans aucun prédateur, sans droit de propriété, dans lequel les Britanniques vont développer un élevage ovin massif, à des coûts impossibles à battre avec des productions européennes. Et donc, l'économie mondiale de la laine subit une modification immense, avec un basculement vers l'hémisphère sud, qui va laisser les ambitions françaises orphelines et qui va exiger de la bergerie de Rambouillet qu'elle se réinvente dans un rôle plus modeste au XIXe siècle. La bergerie doit donc se réinventer à Rambouillet et survivre dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Le troupeau, lui, va être sauvé, c'est le principal. Le troupeau se multiplie, il se porte bien et il va être diffusé petit à petit dans le monde entier grâce à un principe fondateur de la bergerie, c'est que le troupeau de 1786 n'a jamais été mêlé à aucun autre reproducteur que ce soit. C'est-à-dire que les moutons mérinos qui sont à Rambouillet, jusqu'à nos jours, ne descendent que des mérinos de 1786. Et un suivi très fin, individuel de chaque mouton a été mis en place depuis lors, depuis l'origine, pour en assurer une traçabilité, une généalogie en tout cas, qui atteste derrière de la qualité de cet animal, puisque c'est ce qui se fait de mieux en termes de laine au monde. Le troupeau est donc sauvé, il prospère, et ses reproducteurs vont pouvoir être envoyés dans le monde entier, au-delà des simples éleveurs français, qui étaient le premier périmètre, la première mission initiale de la bergerie de Rambouillet. En effet, les archives
que nous avons trouvées à la Bergerie nationale témoignent du soin extrême avec lequel les administrateurs, les bergers, les élèves bergers également, traitent ces animaux. Il y a un suivi individuel des animaux, il y a une vérification de leur conformation, de la qualité de leur laine année après année. Il y a une réflexion très approfondie sur les schémas de sélection pour éviter une trop forte consanguinité et permettre aux troupeaux de rester en bonne santé. Il y a donc, je dirais, un début de science de la reproduction du cheptel qui se développe à une époque où on ignore encore les lois de la génétique, mais où effectivement, à Rambouillet, on apprend à préserver un troupeau unique en son genre, puisque l'Espagne, malheureuse dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, a perdu, elle, son système d'élevage ovin de qualité, et donc seule la France dispose, au XIXe siècle, de ses reproducteurs d'élite. Et c'est justement ce qui va permettre à Rambouillet de se réinventer, c'est-à-dire être capable de certifier auprès d'acheteurs du monde entier les qualités des animaux et de pouvoir également certifier leur généalogie. Nous avons donc effectivement à montrer des livres généalogiques extrêmement précis qui permettent effectivement à des acheteurs d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Afrique australe, de savoir exactement d'où viennent ces animaux et d'avoir la garantie que ce sont des reproducteurs d'élite qui vont donner à leurs descendants une laine surfine. Le national de Rambouillet fait face à de nouveaux défis. Guerre, crise économique, et puis, il faut bien le dire, déclin lent mais prononcé de l'élevage ovin français. C'est-à-dire que les missions de diffusion de reproducteurs d'excellence à l'intérieur du territoire français ou même dans l'Empire français ne suffisent plus à justifier les missions de la bergerie. La Première Guerre mondiale va permettre à la bergerie de réinventer sa vocation pédagogique, de lieu de formation, d'abord de mutilés de guerre, puis de jeunes bergers à qui on va apprendre les soins du troupeau pour qu'ils soient les meilleurs éleveurs, les meilleurs aides dans les grands troupeaux qui commencent à se multiplier plutôt dans le sud de la France. Rambouillet, dans l'entre-deux-guerres, est donc à la fois un lieu pédagogique, un lieu qui devient un lieu patrimonial de conservation des animaux, qui ont désormais plus d'un siècle d'histoire, et puis c'est également un lieu dans lequel on va se poser la question de la modernisation de l'élevage français. Un lieu dans lequel on va travailler effectivement à regarder ce qu'on peut prendre comme inspiration des grands pays d'élevage, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, l'Océanie, parce qu'effectivement, on voit bien que l'élevage ovin français est en crise, en difficulté, et qu'il a besoin de se réinventer. Et paradoxalement, c'est la défaite de 1940 qui va donner à Rambouillet un rôle nouveau, un rôle pionnier dans l'invention française de l'insémination artificielle. Suite à la défaite de 1940, les troupes allemandes sont cantonnées au château de Rambouillet, les jeunes élèves bergers de la bergerie ont froid et faim, et pourtant, c'est dans ce contexte extrêmement difficile que les hommes de Rambouillet vont se lancer dans toute une série d'expérimentations pour faire en sorte que la France rattrape le retard de ses pratiques zootechniques et notamment qu'elle acquiert la maîtrise de l'insémination artificielle. Le fait que le maître berger et les techniciens de Rambouillet connaissent parfaitement leur cheptel du mérinos va leur permettre de pratiquer facilement ces expérimentations et de développer eux-mêmes une technique qui va permettre, au lendemain de la guerre, de lancer la grande vague de l'insémination artificielle qui va permettre de moderniser l'élevage français, aussi bien ovin que bovin, caprin, etc. Et donc, on a là une histoire très originale, très bien documentée par les archives de Rambouillet, qui raconte des expérimentations scientifiques et techniques dans un contexte de guerre et d'occupation qui vont déboucher sur une véritable révolution zootechnique dans la France de l'après-guerre. En cette deuxième moitié du XXe siècle, le mérinos de Rambouillet n'est donc plus un reproducteur d'élite qu'on envoie dans le monde entier. C'est plutôt un animal de science et puis un animal de plus en plus patrimonial. Les générations s'accumulent et l'institution qui accueille cet animal aussi devient de plus en plus une institution qui se patrimonialise et une institution qui accueille des célébrités. N'oublions pas qu'à cette époque, Rambouillet est aussi une demeure présidentielle, le château est juste à côté, et les chefs d'État défilent aussi à la bergerie pour visiter le troupeau. On a dans le fond de Rambouillet d'excellentes photographies de tous les visiteurs qui défilent voir les mérinos, les plus célèbres comme d'autres moins connus,
mais voici Charles de Gaulle, voici le prince Philippe, duc d'Édimbourg, voici Miss Australie qui vient voir les mérinos, la reine Juliana des Pays-Bas devant un microscope, Vincent Auriol, et puis des représentants des jeunes nations émancipées du continent africain. Tout ce monde se presse à Rambouillet pour voir les mérinos et ils y sont accueillis comme chez eux. Raymond Laurence, le directeur de la Bergerie nationale de Rambouillet des années d'après-guerre, témoigne de la mutation des missions de l'institution, d'une institution essentiellement économique puis scientifique vers une institution patrimoniale, lieu de formation, lieu de transmission de la mémoire d'une histoire. Raymond Laurence est en effet à la fois un spécialiste des sciences de l'animal, mais aussi un passionné d'histoire, un amoureux du lieu et de ses archives, qui va commencer à raconter l'histoire de Rambouillet, qui va commencer également à faire connaître l'histoire des races anciennes et sensibiliser la société française à la diversité des animaux d'élevage et notamment aux races à petits effectifs. Raymond Laurence est le fondateur d'une société d'ethnozootechnie qui vise justement à mieux comprendre la longue histoire partagée des hommes et des animaux. Et pour lui, Rambouillet est le lieu qui témoigne de cette longue histoire et le legs de Raymond Laurence et des hommes qui ont travaillé à Rambouillet et puis de tous les anciens élèves de Rambouillet, c'est effectivement de porter la mémoire de cette longue histoire d'un lieu, d'un troupeau et d'une aventure nationale et internationale. Nous sommes ici dans la 5e et dernière partie de notre exposition, celle qui porte sur le temps présent. Nous avons tenu en effet à montrer que l'aventure de la bergerie se poursuit encore de nos jours, que les mérinos sont toujours dans les murs de la vénérable institution, véritable archive vivante de cette histoire plus que biséculaire, et puis que la question de la laine, après avoir failli tomber dans l'oubli, est dans une phase de réinvention. Une phase de réinvention avec effectivement des acteurs très variés qui peuvent être des artisans, des éleveurs, mais aussi des industriels, voire de grandes institutions publiques comme le Mobilier National, qui s'intéressent à la relocalisation d'une filière laine française et qui redécouvrent toute cette histoire que nous avons brassée ensemble, à savoir que pour faire de beaux textiles, il faut des pâturages, des animaux, des savoir-faire de bergers, des soins zootechniques, une maîtrise de la reproduction, un travail de la fibre, un savoir-faire de tous les corps de métier du textile, et que donc ce qui a été l'un des fleurons des manufactures du passé de la France, le réinventer aujourd'hui avec de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, cela réclame effectivement de mettre autour de la table des acteurs extrêmement différents, et c'est ce que nous avons voulu faire dans la fabrique de cette exposition. En effet, les archives nationales ont travaillé avec différents partenaires de ce monde au sens très large de l'élevage et de la laine, à la fois avec des instituts de recherche comme INRAE, avec l'Académie d'agriculture de France, avec le collectif Tricolore, avec l'atelier Laine d'Europe, avec l'Institut de l'élevage, toutes ces personnes qui se remettent à parler ensemble pour recréer cette filière que vous évoquiez, et dont cette exposition retrace l'histoire sur le temps plus long, mais qu'aujourd'hui on redécouvre tout doucement. Et puis effectivement, l'idée était de donner aux visiteurs à comprendre que lorsqu'il va se promener dans les régions pastorales françaises, qu'il voit des moutons dans les pâtures, il voit les signes d'une histoire inscrite dans plusieurs millénaires de coévolution, et qu'une institution comme Rambouillet a porté le discours de la modernité dans la relation entre les hommes et les animaux, mais que cette modernité ne se laisse pas résumer à des caricatures, que c'est une histoire complexe, faite d'une forte intimité entre les hommes et les animaux, qui croisent de la rationalité économique, de la science, mais aussi des affects et des mythes, et que les nouvelles questions qui se posent aujourd'hui sur le rapport à l'animal, sur le bien-être animal, sur la consommation de viande, sur les sous-produits animaux, ces questions existaient dans le passé. Et le but d'une exposition telle que celle que nous avons proposée à partir du fonds d'archives de la Bergerie nationale de Rambouillet, c'est justement de montrer toute la richesse et la complexité de cette histoire.